On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la La recette. recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Alors, bienvenue. Donc là, on est dans la salle de fabrication. Donc c'est ici que les travailleurs pèsent les matières premières, font le batteur, comme à la maison en fait, mais en beaucoup plus gros. Vous ai-je déjà dit que j'ai grandi à Nantes ? Quand j'étais petite, j'ai donc été bercée par le goût d'un célèbre petit beurre et d'un biscuit fourré, vous savez, au sourire ravageur. Ça va ? J'y suis retournée cet été pour rencontrer la créatrice d'une petite biscuiterie qui commence à faire du bruit. Je suis Katia Tardy, l'une des 3 cofondatrices de la biscuiterie Andy Gaspi. Ici, une trentaine de salariés, tous en situation de handicap, fabriquent des biscuits à partir d'invendus de pain. Pas encore bien croustillant. Ouais, voilà, c'est bien croustillant. Car figurez-vous que ce symbole de notre pays est aussi l'un des produits les plus jetés. À la biscuiterie Andy Gaspi, on a donc décidé de lui donner une seconde vie. Pépites de chocolat, sucre, beurre. Alors, comment mettre fin au gaspillage du pain ? Quelles sont les clés pour favoriser l'emploi des personnes handicapées ? Et comment un petit biscuit peut-il faire bouger les lignes dans l'industrie ? Pour les explications. Voici la recette de Katia Tardy. Et ils sont bons. Oui. Elles sont très bons. C'est parce qu'il y a la chef à côté que vous dites ça. Oui. Bonne réponse. Bonjour Katia, Bonjour Julie. merci beaucoup de m'accueillir au sein de votre atelier de fabrication près de Nantes. Avec plaisir. Katia, tu es la cofondatrice de la biscuiterie Andy Gaspi. Cette histoire entrepreneuriale a commencé il y a 3 ans et vos gâteaux sont déjà disponibles dans plus de 1000 points de vente. Vous avez gagné 45 récompenses pour ce projet et vous vous apprêtez à ouvrir de nouveaux ateliers de fabrication à Lille, Paris et Lyon. On a l'impression quand on suit vos aventures que rien ne peut vous arrêter. Alors, première question Katia, quel est votre secret ? Notre secret finalement, ça a été de pas trop se poser de questions durant ces 3 dernières années, d'y aller, de foncer et surtout de défendre nos valeurs et d'être porté par ça et d'essayer d'embarquer les gens autour de nos valeurs qui sont le handicap et l'anti-gaspi. Et donc avec mes associés aussi, le fait d'être 3, ça a été notre secret parce que à 3, on est plus fort que tout seul et on arrive à se pousser, à se booster et à se compléter dans ce projet-là. On a peur de rien et on y va et le fait d'être à 3, ça nous aide à aller de l'avant toujours, quoi qu'il arrive. Tu vas évidemment m'en dire plus, mais avant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de toi, Katia ? Où as-tu grandi et à quoi ressemblait la cuisine de ton enfance ? Donc moi, j'ai grandi dans les Alpes françaises. J'ai grandi à Grenoble, mais dans une famille italienne. Donc mes plats ressemblaient beaucoup, en tout cas étaient très orientés sur ces origines-là. J'ai 3 de mes grands-parents qui sont d'origine italienne, donc les plats étaient tous signés de ces origines et de ces plats du Sud. Et il y avait vraiment la convivialité liée au repas. En fait, le repas était avant tout un moment d'échange, de partage. Ça parle fort, ça rigole fort. Et donc tous les souvenirs que j'ai au-delà des plats et des gnocchis formidables que j'ai jamais retrouvés ailleurs de mes grands-mères, c'était vraiment tous ces bons moments de partage, d'échange, et tout le monde essaye de parler plus fort que l'autre et de se faire entendre. Donc j'ai vraiment été bercée par ça, par le fait que la nourriture, au-delà du fait de nous nourrir et de nous maintenir en vie, permettait de rassembler les gens, de les faire discuter autour d'un plat commun, tout ce qui est le partage, l'échange. Pour moi, c'était quelque chose que j'avais envie de transmettre. Et c'est pour ça que je me suis dit que travailler dans l'alimentaire, ça allait me permettre d'être à la fois dans le quotidien des Français et dans le placard de tous les Français, mais en emmenant ma touche et en emmenant des valeurs que j'avais envie de transmettre. Donc c'est pour ça que j'ai suivi cette voie de l'alimentaire. Et qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite et quel a été ton parcours ensuite ? J'ai longtemps voulu être institutrice pour le partage, la transmission et cette envie d'apprendre aux enfants. Et puis, plus les années sont passées, le lycée est arrivé, je suis tombée dans les sciences. Et c'est ça qui m'a boostée, surtout les sciences biologiques.
Donc j'ai suivi un parcours scientifique assez classique parce que j'avais pas du tout d'idée de ce que j'avais envie de faire, mais je me laissais un peu porter par ce que j'aimais au moment présent. Je me projetais finalement pas trop dans l'après. Je me disais, ok, ce que j'aime aujourd'hui, c'est ça. Et donc je vais faire ce qui m'anime. Donc c'était la biologie au lycée, j'ai fait une prépa bio. En prépa bio, je me suis dit, en fait, le métier de l'alimentaire et comprendre l'histoire qu'il y a derrière notre yaourt, ça peut vraiment être chouette. Donc, je me suis spécialisée, je suis devenue ingénieure agroalimentaire. Et pendant mon cursus ingénieur, tout ce qui me plaisait, c'était lié à créer des nouveaux concepts, créer des nouvelles recettes, des nouvelles habitudes de consommation, essayer de comprendre ce dont les consommateurs ont besoin et créer le produit qui va bien ou le service qui va bien en face. Et finalement, tout ça a été regroupé dans les fonctions du marketing. Donc, j'ai fait un master en marketing en école de commerce pour vraiment me spécialiser. Et ensuite, je suis rentrée dans un grand groupe, une multinationale de l'alimentaire. J'ai passé 8 ans chez Nestlé sur des fonctions marketing. Donc ça a été à la fois une très bonne école parce que quand on rentre dans ces grands groupes, on travaille sur des marques que tout le monde connaît. J'ai travaillé sur Nescafé Dolce Gusto, sur Maggi, sur Ricoré, des marques que tout le monde connaît et que les gens apprécient ou pas, mais en tout cas, il y a tout un imaginaire autour de ces marques. Et c'est assez puissant en marketing de se dire qu'on travaille sur ces marques-là. Et puis, on a des budgets, des process et des équipes qui font qu'on peut vraiment expérimenter tout ce qui est le métier du marketing dans l'agroalimentaire. J'ai beaucoup appris, mais plus les années passaient, moins j'étais à l'aise avec les produits sur lesquels je travaillais. Mon métier consistait quand même à remplir les assiettes des gens. Et je me rendais compte que ce que je mettais dans les assiettes des gens ne correspondait pas à ce que moi, je mettais dans la mienne. Et en fait, plus les années passaient, plus mon assiette et celle des consommateurs était assez éloignée. J'avais l'impression d'être un peu schizophrène entre ma manière de manger et ce que je faisais manger aux autres. Et quand j'ai été maman pour la première fois, ça a un peu accéléré la prise de conscience de comment j'ai envie de nourrir les gens et comment j'ai envie de les accompagner vers ce chemin de l'alimentation responsable. Et en fait, les produits sur lesquels je travaillais n'y répondaient plus du tout. Donc il y avait vraiment une perte d'alignement entre mon job et ma vie. Et je m'y retrouvais plus du tout, donc j'ai démissionné de Nestlé. J'ai quitté aussi la vie parisienne, c'était un tout. C'était le grand groupe, la vie à Paris, le mini-appart. Enfin vraiment, on se retrouvait plus du tout dans ce schéma. Donc j'ai tout quitté à Paris pour venir m'installer en région nantaise et me lancer dans des projets plus engagés. Donc soit en tant que bénévole dans des assos, soit en tant que salarié dans des startups et des assos qui avaient vraiment un rôle à jouer dans l'alimentation durable, soit maintenant en tant qu'entrepreneur. Et tu n'as pas créé la biscuiterie Andy Gaspi toute seule, vous êtes 3 associés. Est-ce que tu peux me raconter justement comment est née l'idée ? Donc tu t'installes en région nantaise. Comment as-tu rencontré tes associés et comment vous avez eu cette idée de créer ce projet ? Alors on est toutes les 3 ingénieurs agroalimentaires, donc on a toutes les 3 travaillé chez des industriels et des fabricants agroalimentaires. Et assez vite, on a pris conscience dans notre parcours de l'ampleur du gaspillage et de ces schémas de fabrication et de distribution qui n'étaient pas forcément les plus vertueux. Donc on a toutes les 3 eu cette quête de sens à peu près en même temps. Enfin, on n'avait pas le même âge, mais du coup, à peu près en même temps dans nos vies, on a eu cette quête de sens et on a été recrutés en même temps dans une association à Nantes qui œuvrait pour l'insertion des personnes handicapées et qui avait eu des subventions pour développer un projet agroalimentaire en partenariat avec les structures du handicap. Donc nous, on a été recrutés pour nos expertises agroalimentaires, mais le cœur de mission de l'association, c'était vraiment comment on implique et on forme les travailleurs handicapés sur de nouveaux métiers et des métiers liés à l'agroalimentaire. Et là, ça nous a vraiment ouvert les yeux sur le manque d'activité dans les structures du handicap, donc dans les ESAT, comme là où on est aujourd'hui, établissements et services d'aide par le travail, qui aujourd'hui sont à la fois de moins en moins subventionnés par l'État et de moins en moins sollicités par les entreprises et les industries pour des prestations et des contrats. Du coup, ils sont en vrai manque d'activité. Et à côté de ça, ils ont des locaux, des équipes et l'envie de se mobiliser sur de nouvelles activités et cette agilité de pouvoir le faire assez rapidement. Donc on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour créer des nouveaux métiers dans ces lieux-là. Et on s'est aussi rendu compte, en travaillant ensemble pendant 1 an et demi, que toutes les 3, on était hyper complémentaires, tant sur nos personnalités que sur nos expertises métiers. Et on avait vraiment plaisir à travailler ensemble, à passer nos journées ensemble. On était animés par les mêmes valeurs, la même vision des choses. Donc on était en CDD dans cet asso. Nos CDD sont terminés au 31 décembre 2020. Et au 1er janvier 2021, de manière assez intuitive et naturelle, on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas une histoire à écrire toutes les 3 ? On n'avait pas du tout prévu d'entreprendre chacune individuellement dans notre coin. Moi, j'étais enceinte de 6 mois de mon 3e fils. Je m'étais pas dit, mais vraiment, c'est le moment idéal pour entreprendre. Oui. Mais en fait, on était 3. On s'est dit, de toute façon, on risque rien. On a la chance en France d'avoir Pôle emploi, enfin France Travail. Et on s'est dit, on risque rien. Il y aura toujours ce matelas financier. Donc, on se laisse 6 mois pour écrire une histoire. Dans tous les cas, on va rencontrer des gens passionnants en écrivant cette histoire. Donc, on se laisse 6 mois, on écrit une histoire. Si les gens y croient, on continue. S'ils y croient pas, tant pis. De toute façon, on a un peu de temps devant nous. Donc, essayons. Et puis, on s'est assez vite rendu compte en écrivant l'histoire que les gens y croyaient, que
les boulangers y croyaient, que les structures du handicap y croyaient, que les banquiers y croyaient, parce que quand même, on n'avait pas d'argent à mettre sur le projet, donc il fallait quand même que l'argent vienne de quelque part. Et donc, on s'est dit, OK, si ces premiers acteurs interrogés y croient, c'est peut-être qu'il y a quelque chose et un modèle à craquer, donc allons-y vraiment. Et donc, le modèle, le postulat de départ, c'était de se dire, OK, nous, on vient de l'industrie agro, on sait qu'il y a des matières qui sont gaspillées sur notre territoire chaque jour, et on sait qu'il y a 10 millions de tonnes d'aliments encore consommables qui finissent à la poubelle dans notre pays. Et à côté de ça, on sait qu'il y a des structures du handicap sur l'ensemble du territoire français qui cherchent qu'une chose, c'est d'avoir une nouvelle activité, de former leurs travailleurs sur de nouveaux métiers. Et l'alimentaire, c'est des métiers qui plaisent. Donc on s'est dit, OK, il y a des matières gaspillées, des structures de handicap à la recherche de nouvelles activités, faisons en sorte qu'on puisse valoriser ces matières en créant l'emploi inclusif. Et c'est comme ça qu'est née la biscuiterie Andy Gaspi. Ça a l'air hyper simple comme ça. On le sait, créer un projet entrepreneurial, c'est jamais aussi simple que ça. Il y a plein d'obstacles qui se dressent sur le chemin. Donc, toutes les trois, vous décidez, vous créez le concept. Raconte-nous les tout débuts, les tout débuts de la biscuiterie Andy Gaspi. On a pris notre petit bâton, notre petite baguette, et on allait faire le tour. Alors, en fait, on voulait valider 2 choses. Le fait que notre solution répondait vraiment aux enjeux de gaspillage des boulangers et aux enjeux de manque d'activité des ESAT. Parce que nous, on avait cette impression, mais il fallait qu'on le valide. Donc, les premières personnes qu'on allait voir, c'est tous les ESAT de Loire-Atlantique, pour voir est-ce qu'ils étaient vraiment en manque d'activité. Ça, oui. Mais après, il fallait qu'on trouve des espaces où on puisse avoir la place et les équipes disponibles pour monter une biscuiterie. Donc, on a fait vraiment le tour de tous les ESAT et de toutes les structures de la Loire-Atlantique pour finalement trouver Savenay qui avait la place, les équipes et l'envie d'aller sur ce projet. Donc, on a trouvé le lieu et en parallèle, on est allé voir des boulangers sur le territoire, soit des boulangers indépendants, soit des chaînes de boulangerie, soit des petits industriels du pain, bio. Vraiment, l'aventure a démarré en 100% bio. Et donc, on se rendait compte qu'eux avaient cette volonté de valoriser ces pains qui leur restent sur les bras tous les soirs. Un boulanger doit avoir du pain du matin jusqu'au soir et en avoir jusqu'à la fermeture de la boulangerie, parce que quand on sort du travail, on est content d'avoir sa petite baguette fraîche encore à 19h. Mais finalement, quand la boulangerie ferme ses portes, il y a des pains qui restent sur les bras des boulangers. Donc, à l'échelle du boulanger lui-même, c'est quelques pains chaque soir. Mais finalement, à l'échelle du pays, tous ces pains gaspillés chaque jour, c'est 200 millions de baguettes de pain qui sont jetées par les boulangers. Et le problème du pain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filière structurée. Il n'y a pas de vrai modèle parce que c'est des flux trop diffus et trop petits, un peu éclatés. Donc les boulangers, ils se disent, OK, si je connais un agriculteur, je peux lui donner mon pain. Mais sinon, qu'est-ce que je fais de mon pain ? Les banques alimentaires, elles ne veulent plus le prendre parce qu'il durcit trop vite. Donc le temps qu'elles le récupèrent, qu'elles le redistribuent, la baguette, c'est devenu un parpaing. Donc les boulangers, ils disent, j'ai pas envie de gaspiller, mais qu'est-ce que je fais de mon pain ? Personne ne vient le chercher. Moi, je sais pas à qui le donner ou à qui le redistribuer. Donc même s'ils ont l'envie de ne pas gaspiller, ils savent pas vers qui se tourner ou comment faire. Donc on s'est dit qu'il y avait un vrai besoin de créer une filière pour valoriser ces pains-là. Et du coup, les premiers clients qui ont joué le jeu, c'était des magasins bio qui avaient eux-mêmes leur boulangerie. Donc ils étaient à la fois fournisseurs et clients, parce que c'était leur pain qu'on collectait, qu'on transformait en biscuits et qu'on revendait dans leur Biocop. Donc on pouvait vraiment voir si ça leur apportait quelque chose d'un point de vue gaspillage et voir si les biscuits se vendaient en rayon. Donc ça a été nos premiers partenaires et on les a testés dans 10 Biocop du coin. Et ça nous a aussi permis de faire tester les recettes, d'aller interroger les gens en rayon, où du coup on restait des journées entières en rayon, on pouvait rencontrer une centaine de consommateurs, leur faire goûter les recettes, leur expliquer le concept, voir leur réaction sur c'est fait avec des amandus de pain, par des personnes en situation de handicap, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous évoque, comment vous comprenez la démarche. Ça nous a permis d'ajuster les recettes, d'ajuster la présentation, le nom, etc. Et ça nous a rendu prêts à après changer d'échelle et à passer sur une approche plus semi-industrielle que très artisanale et locale. Au début, donc vous êtes rencontrés, vous avez créé ce projet, vous avez eu cette idée, vous avez commencé à écrire l'histoire, et après, il fallait quand même avoir des biscuits. Donc, parce que c'est pas forcément évident, ça paraît simple comme ça, de te dire du pain, on peut en faire des biscuits, mais voilà, comment vous avez créé en fait les premières recettes ? Alors c'est Alix, mon associée, qui est sur la partie recherche et développement. Alors elle vient de la biscuiterie, elle était chez Saint-Michel avant. Ah oui. Qui a fait des essais au départ dans sa cuisine, donc à toute petite échelle, mais pour voir quelle proportion de pain on pouvait mettre dans une recette. Si on remplace 100% de la farine par du pain, ça marche pas, la texture se tient pas, c'est immangeable. Donc il fallait trouver le bon équilibre, donc c'est à peu près la moitié de la farine qui est remplacée par du pain. Et après, on a essayé de voir si le pain qu'on mettait avait une incidence sur le goût et la texture finale, parce qu'en fait, tous les matins, on reçoit tout type de pain. On a du pain complet, du pain blanc, des gros pains de campagne, des pains à graines, des pains... Donc on a essayé de voir si ça avait un impact, on s'est rendu compte que non, donc on pouvait valoriser
plein de typologies de pain sans que ça ait une incidence sur le biscuit et qu'on garde une régularité de biscuit. Donc on est un peu parti des recettes préférées des Français en se disant que de toute façon, on allait partir sur les best-sellers. Enfin, on n'allait pas sortir un biscuit au yuzu, quelque chose que... Bon, déjà, il fallait comprendre la démarche. Et en plus, la recette était incompréhensible. J'ai rien contre le yuzu, mais chocolat noisette, sur le papier, c'est quand même un peu plus consensuel. Donc on est parti vraiment sur des recettes qui étaient dans le cœur des Français. Donc chocolat noisette, tout chocolat, citron amande, chocolat orange, enfin des choses qui... On le savait, allaient marcher, en tout cas, allaient plaire en termes de goût. Et puis, elle a fait des premiers essais. On les a testés en magasin. Les gens nous ont dit « Ah, on sent un peu trop la noisette ou pas assez, on sent trop de chocolat. » On a réajusté. Après, on a fait des premières productions en essais industriels. Bon, ça, on n'est pas l'UEBN, donc essais industriels, ça veut quand même dire des petites échelles. Mais en tout cas, ça nous a permis de les sortir par centaines et d'aller faire réagir les gens à plus grande échelle, d'aller voir... les gens un peu en dehors de nos écosystèmes pour les faire réagir et réajuster. Et puis après, une fois qu'on avait des choses qui nous plaisaient à nous, mais qui plaisaient aussi à tous les gens qu'on avait interrogés, on les a lancées en un peu plus grande quantité. Et là, aujourd'hui, c'est 500 baguettes jour qui sont valorisées ici pour sortir entre 3 et 4 000 paquets, donc entre 30 000 et 40 000 biscuits par jour. Et bien justement, tu me fais une transition parfaite. Concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe, la biscuiterie Andy Gaspi ? Qu'est-ce que vous faites ? Raconte-moi ton projet et en quoi c'est un projet unique. Alors, la biscuiterie Andy Gaspi, comme son nom l'indique, on a 2 piliers, le handicap et l'anti-gaspi. Le handicap parce que toutes nos recettes sont fabriquées et conditionnées par des personnes en situation de handicap mental et psychique. Donc nous, notre modèle sur le handicap, c'est vraiment d'installer des ateliers dans les ESAT pour vraiment pallier ce manque d'activité et de former leurs équipes sur ce nouveau métier de biscuitier. Et l'autre pilier, c'est un pilier environnemental, c'est l'anti-gaspi. Donc nos recettes sont élaborées à partir d'invendus et de coproduits alimentaires. Et le premier invendu auquel on s'est attaqué, c'est le pain. Donc c'est des invendus de pain qu'on transforme en chapelure et cette chapelure nous sert de farine dans l'ensemble de nos recettes. Donc elle est réintégrée dans toutes les pâtes à biscuits, que ce soit sucré et salé. Et après, on met tout ce qu'il faut pour faire un bon biscuit, du beurre, des œufs, du sucre. Katia, tu as dit coproduit. Est-ce que pour celles et ceux qui ne savent pas, tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors c'est vrai qu'on utilise des invendus et des coproduits. Donc les invendus, c'est vraiment ce qui n'a pas été vendu chez un boulanger ou dans un magasin ou chez un distributeur. Le coproduit, c'est plutôt chez l'industriel. C'est une matière qui est issue de la fabrication de ce produit, mais qu'aujourd'hui, il s'est peu ou pas valorisé. Donc j'ai 2 exemples concrets qu'on utilise nous. C'est la drèche de bière. Donc c'est les céréales qui ont été fermentées pour la fabrication de la bière. Mais pour 1000 litres de bière, il reste 300 kilos de drèche de ces céréales que les brasseurs aujourd'hui ne savent pas utiliser. Au mieux, ils le donnent à l'agriculteur du coin pour son bétail, mais sinon, c'est une matière qui est perdue. Donc nous, dans toutes nos recettes salées, en plus du pain, il y a cette drèche de bière. Et là, les essais que fait Alix en ce moment, c'est sur les noisettes, les noix, les cacahuètes qu'on récupère dans les huileries. En fait, quand ils extraient l'huile de ces matières-là, après, il reste la noisette et la noix déshuilée, mais qui a encore du goût et qui est encore intéressante. Mais pour eux, c'est un coproduit parce que finalement, eux, ce qui les intéresse, c'est l'huile dans les huileries. Donc nous, on récupère cette matière et on essaye de l'intégrer dans nos recettes de biscuits pour que notre pourcentage d'ingrédients revalorisés soit toujours plus élevé au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure et qu'on fait évoluer nos recettes. Oui, c'est hyper intéressant parce qu'en effet, il y a énormément de déchets dans l'industrie agroalimentaire. Vous êtes parti du pain, mais il y a énormément de possibilités, en fait. Oui. D'ailleurs, on s'en rend compte et on se dit que finalement, on a commencé avec le pain, mais que demain, Andy Gaspi, ça va être plus comme un label qu'on va venir apposer sur toute une typologie de produits parce qu'aujourd'hui, c'est les industriels eux-mêmes qui nous contactent. Donc nous, ça nous rend fiers parce qu'on se dit si on est identifié par ces gros acteurs de l'alimentaire que je ne citerai pas, c'est que finalement on réussit notre exercice et qu'ils nous considèrent comme étant une solution de valorisation. Mais aujourd'hui, ils nous appellent pour nous dire j'ai des coques de macarons que je jette par milliers chaque jour, j'ai des éclats de crêpes, j'ai des éclats de madeleine, tout un tas de produits qui, mis dans une recette de biscuits ou dans une autre recette de gourmandise, vont avoir une seconde vie hyper intéressante et va permettre de sauver une quantité de matière impressionnante parce que, en effet, à l'échelle des industriels, ils produisent tellement chaque jour que même si c'est que 1% de leur production, finalement, ça reste des gros gisements peu visibles du grand public, donc on s'en rend moins compte que ces fruits et légumes abîmés dans son magasin, mais qui est, en termes de quantité, beaucoup plus importante. Puisque tu parles justement du gaspillage dans l'industrie agroalimentaire, quels sont, toi qui as travaillé justement pour des grands groupes, quels sont selon toi les enjeux les plus urgents ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'industrie pour la rendre plus vertueuse, plus circulaire ? Pour moi, il y a 2 enjeux clés
qui sont importants dans l'industrie agroalimentaire en France, c'est déjà la relocalisation de notre industrie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des territoires très variés en France et des terroirs variés qui permettent de fabriquer tout type de matières premières et qui permettent de les transformer sur notre territoire. Donc c'est vraiment asseoir notre souveraineté en alimentaire en continuant à produire les matières premières en France, mais surtout à les transformer sur notre territoire. Donc par rapport à des industries comme celle du textile ou de la mode, on a la chance d'avoir beaucoup d'industries sur notre territoire et tout ne part pas à l'autre bout du monde. Pour autant, il y a encore beaucoup de choses qui sont faites en Europe ou sur d'autres continents qu'on pourrait vraiment réintégrer sur le territoire français. Je pense qu'il y a vraiment cet enjeu de relocalisation qui est fort. Et puis après, il y a vraiment l'enjeu de moins gaspiller, que les industriels commencent à vraiment prendre à bras le corps, soit pour des raisons légales, parce que heureusement des lois vont dans le sens de l'économie circulaire et dans le plus jeté, soit pour des raisons idéologiques où eux même sont scandalisés de devoir jeter autant, soit pour des raisons économiques, parce que ces matières qu'on jette, elles ont eu un prix, et du coup, c'est de l'argent qui est jeté à la poubelle en même temps que les matières. Donc, pour toutes ces raisons, les industriels commencent à s'intéresser à ces sujets de comment lutter contre le gaspillage, comment valoriser soi-même ses coproduits. Aujourd'hui, ce qui empêche un peu à ces industriels d'aller de l'avant, c'est qu'ils ont des process tellement précis, tellement clairs, que dès qu'on change un petit grain sur la ligne, ça change tout leur modèle. Donc, ils n'ont pas l'agilité et la capacité à changer leur modèle aussi vite. Ça va prendre probablement du temps, mais quand ces gens-là arriveront à moins gaspiller, ça aura quand même un effet considérable sur la quantité de gaspillage de notre pays. C'est intéressant, du coup, les ingrédients pour que ça arrive. Donc, c'est la législation, notamment, puisque c'est important aussi. On ne va pas se mentir, il y a certaines industries sans contrainte, elles ne changent pas. Voilà. C'est quoi les autres clés pour transformer l'industrie agroalimentaire aujourd'hui ? Je pense que c'est aussi à la demande, c'est le consommateur. Finalement, aujourd'hui, manger, c'est voter 3 fois par jour. Si on arrête d'acheter des produits emballés dans du plastique à usage unique, si on arrête de manger des produits qui viennent de l'autre bout du monde, en fait, ils se rendront vite compte qu'il ne faut plus les mettre en rayon parce que du coup, ça ne se vendra plus. Enfin, c'est quand même le consommateur qui a le dernier mot et qui fait que ça se vend ou pas, du coup, ça s'achète ou pas dans le magasin. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi toute la partie sensibilisation et prise de conscience du consommateur pour aller vers ces schémas plus vertueux. Si chacun essaye de creuser l'histoire qu'il y a derrière son produit, de comprendre comment il a été fabriqué, par qui, où, je pense que petit à petit, et j'ai le sentiment vraiment que cette prise de conscience, elle se fait au fil des mois et au fil des années. Donc moi, j'ai confiance et je suis une grande optimiste sur le fait que les gens vont vraiment s'emparer de ces sujets-là. Et toute l'histoire qu'il y a derrière les produits, c'est à chacun de jouer son rôle. C'est aux fabricants, aux producteurs, mais c'est aussi à l'État, c'est aussi à nos écoles de sensibiliser les enfants sur comment mieux consommer, quel est l'impact de son alimentation sur sa planète, sur sa société, et comment on peut, avec un produit, faire changer les choses. Et nous, c'était vraiment l'ambition qu'on s'était fixée, c'est comment avec un produit familial, convivial, qui est le biscuit et qui finalement peut être consommé à tout moment de la journée et par tout type d'individu, comment on arrive derrière un petit biscuit tout simple à vraiment faire bouger les lignes. Le gaspillage, on en parle souvent dans ce podcast. 1/3 de ce que nous produisons finit à la poubelle. Et ce qui est intéressant dans ce chiffre, la plupart de ce gaspillage, en fait, n'arrive même pas jusqu'à nos assiettes. Comment c'est possible, ça ? Parce que ça, du coup, c'est en amont, dans l'industrie, que ça se passe. Comment c'est possible que tous ces produits n'arrivent jamais jusqu'au consommateur ? Pour plusieurs raisons. Il y a déjà, si on parle du producteur, donc plutôt sur la partie agricole, là, c'est lié au cahier des charges des distributeurs qui souvent imposent un format, un diamètre pour une pomme, une couleur, quelque chose de parfait sur des choses qui, par nature, ne sont pas parfaites. Et c'est justement la nature qui emmène toute cette hétérogénéité qui fait notre modèle agricole, mais qui aujourd'hui, dans les cahiers des charges des distributeurs, sont souvent trop lisses, trop parfaites, trop conformes, et qui du coup sortent toute une partie des produits parce que ça ne rentre pas dans ce cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est aussi vrai chez les industriels. Si le pain est trop long, trop court, pas assez cuit, trop cuit, mal hachuré pour une baguette, mal rainuré, en fait, ça rentre pas dans le cahier des charges. Donc, c'est éjecté soit par l'homme, soit par des machines qui, aujourd'hui, en fait, les ateliers des industriels sont tellement mécanisés que les robots sont capables de détecter si le macaron a 1/2 millimètre de trop sur son diamètre ou si le pain a 2 mm en trop sur sa taille. Et en fait, tout ça, c'est éjecté parce que les machines sont faites pour un process, pour une norme, pour un cahier des charges hyper précis du client, souvent, c'est le client qui impose ça.
Du coup, c'est éjecté de la ligne. Ok, c'est éjecté de la ligne, on en fait quoi? Et aujourd'hui, c'est bien ça le problème des industriels, c'est ça sort de ma ligne, c'est parfaitement consommable, hein, c'est juste que c'était pas dans le cahier des charges, mais par contre, le produit est vraiment consommable et encore beau et encore parfaitement vendable. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Nos clients n'en veulent pas parce que c'est pas dans le cahier des charges. Par quel biais on arrive à les valoriser ou à les commercialiser? Et en fait, souvent, c'est ça. La réflexion, elle s'arrête là. C'est qu'aujourd'hui, ils ont pas les circuits de distribution ou pas les services en interne ou l'agilité en interne, de se dire qu'est-ce qu'on en fait vraiment, ou pas le temps. Enfin, les agriculteurs, ils sont déjà concentrés sur leur culture, sur s'adapter aux météos, aux petites bêtes qui viennent les embêter, enfin, tout ce qui fait leur métier d'agriculteur et qui est déjà complet et compliqué. Si en plus, ils doivent trouver des schémas de valorisation et des filières, enfin, ça devient un peu une usine à gaz. Donc, il faut que des gens s'emparent de ces sujets-là et les accompagnent et les aident à structurer des filières et à avoir des solutions un peu clés en main pour que chacun s'y retrouve et pour lutter contre ce gaspillage et pour aussi apporter de la valeur à ces choses qui ont été, dans tous les cas, fabriquées par des humains avec de la matière première et se dire, en fait, avoir mis tout ça pour au final que ça se jette, enfin, même eux, en tant que producteurs ou qu'artisans, ça fait mal au cœur de se dire, en fait, j'ai bichonné cette terre pour qu'elle me donne cette pomme et en fait, parce qu'elle a une forme de cœur et pas de pomme parfaite, elle finit à la poubelle. Et si on parle du pain, justement, il finit où s'il ne devient pas un biscuit Alors, il finit... En fait, souvent, il finit vraiment à la poubelle. Parce que une fois qu'ils ont donné... je sais pas, donc je parle d'un boulanger. Là, je parle pas des industriels, je parle plutôt des boulangers traditionnels. Une fois qu'ils ont donné aux équipes, qu'ils ont pris pour eux, qu'ils ont donné à l'agriculteur du coin, mais qui passe pas forcément tous les jours, que les banques alimentaires veulent plus passer, en fait, à un moment, une fois qu'ils ont un peu fait le tour de ce qui est pratique et facile à mettre en œuvre, il est jeté. Donc, la biscuiterie Handy Gaspille, il y a aussi, on a beaucoup parlé de l'enjeu du gaspillage, mais il y a aussi l'enjeu du handicap, qui est, on l'a compris, très important pour vous. C'est d'ailleurs dans une association qui favorise l'emploi des personnes handicapées que vous êtes rencontrés avec tes associés. C'est un vrai enjeu aujourd'hui en France. Quelle est la problématique ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus touchées par le chômage que la moyenne nationale, tout type de handicap confondu. Mais nous, le constat vraiment premier qu'on a fait, c'est que les structures comme les ESAT, donc établissements et services d'aide par le travail, ont été mises en place pour accompagner les personnes en situation de handicap plutôt mental et psychique vers le milieu ordinaire et vers l'emploi. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que souvent, les gens qui rentrent en ESAT passent toute leur carrière en ESAT et que c'est finalement pas un tremplin vers le milieu ordinaire, mais c'est plus vraiment une manière de travailler en soi, où on rentre du coup souvent à 21 ans et on sort à la retraite. Et l'idée, c'est pendant toutes ces années de les faire monter en compétences, leur faire découvrir plusieurs métiers et de travailler avec eux leur projet professionnel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours autant de monde dans ces organismes, mais la demande n'est plus là. Le Covid a un peu empiré le phénomène parce que certains industriels, pendant le Covid, ont réinternalisé des activités qui étaient faites auparavant en ESAT. Et donc, ils sont vraiment à la recherche de nouvelles activités qui pourraient permettre de faire monter en compétence leurs travailleurs, qui pourraient leur permettre de se projeter sur plusieurs mois ou plusieurs années. Et nous, c'est vraiment là qu'on vient en complémentarité parce que nous, on a besoin d'équipes, on a besoin de locaux, on a besoin de forces vives autour du projet. Et assez vite, on s'est rendu compte que le matching était parfait parce que eux, ils avaient des équipes qui étaient hyper impliquées, motivées pour aller sur de nouveaux métiers. Les activités alimentaires, elles plaisent en ESAT parce que c'est concret, c'est visuel, on voit vraiment le résultat de son action. Et ici, ils voient vraiment le pain invendu qui arrive le matin et le paquet de biscuits fini le soir. Et ils voient vraiment toutes les étapes de fabrication. Donc c'est bien en partenariat avec les ESAT qu'on a vraiment co-construit le modèle pour adapter tous les process de fabrication et de conditionnement en fonction des différents profils de handicap mental et psychique. Donc on a rendu tous les process visuels en utilisant soit des photos, soit des codes couleurs, des gommettes pour que même ceux qui ne savent pas lire et écrire puissent peser les ingrédients, préparer les commandes et être formés et impliqués rapidement sur la biscuiterie. On a choisi des machines qui font peu de bruit, qui sont ergonomiques, qui sont faciles à prendre en main et à utiliser. On a vraiment pris en compte l'organisation d'un ESAT sur les horaires, sur les niveaux d'autonomie, de fatigabilité, pour se dire qu'il fallait que nous, on s'adapte à eux et pas l'inverse, et qu'ils puissent prendre la main rapidement et mettre la main à la pâte, là c'est le cas de le dire concrètement, sur l'activité de biscuitier. Donc vous avez choisi de revaloriser du pain pour fabriquer des biscuits. Aujourd'hui, ce pain, vous l'achetez où, à qui
Et qu'est-ce que vous en faites concrètement? Quelle est la recette de vos biscuits? La recette secrète. Donc le pain, il provient de partenaires boulangers locaux. Donc on travaille qu'avec des gens du coin qui sont plutôt des gros acteurs de la boulangerie. C'est pas le petit boulanger de quartier. C'est plutôt des gens qui ont plusieurs établissements ou qui ont une chaîne de boulangerie ou qui ont des petites usines de fabrication de pain. Tout simplement pour qu'on puisse avoir une quantité conséquente en peu de points de collecte. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir des volumes massifiés et mutualisés pour éviter d'envoyer des camions sur la route pour récupérer 5 baguettes. Ça serait un non-sens écologique et en plus, d'un point de vue économique, ça coûte cher tous ces trajets. Donc on s'y retrouverait pas et on pourrait pas être compétitif sur nos biscuits. On a plusieurs partenaires dans le coin qui nous permettent de cumuler l'équivalent de 500 baguettes jour. Et donc tous les matins, on reçoit le pain qu'on broie directement. On le sèche pas, on rajoute pas d'étape énergivore. On le reçoit, il est encore mou, parce que c'est pas du tout. Les gens ont l'impression qu'on reçoit du pain dur, du pain rassis, pas du tout. C'est vraiment le pain de la veille ou de l'avant-veille. Donc on le reçoit, il est encore mou. Et donc on le broie tel quel. On obtient une farine. Alors c'est pas vraiment une farine, c'est plus une chapelure, parce qu'on laisse vraiment des beaux marquants de pain pour qu'ensuite on les sente à la dégustation du produit fini. Et donc cette chapelure, elle vient remplacer plus de la moitié de la farine de blé. Et ensuite on mélange donc, le beurre, les œufs, le sucre pour en faire des recettes sucrées ou salées qui sont toutes disponibles en différents formats. On a du vrac, de l'emballé, de la portion individuelle en fonction des besoins de nos clients et en fonction de la demande qu'on a, on fait varier la gamme et les conditionnements pour nous adapter au mieux à ce que les gens recherchent. Nos biscuits sont aujourd'hui commercialisés sous 2 marques. Donc notre marque historique, c'est la marque Quignon, qui a été la première qu'on a lancée, donc ça veut bien dire le pain, le quignon de pain, avec un K. Et donc Quignon, c'est une marque qui est distribuée aujourd'hui dans plus de 600 magasins bio, dans les hôtels, les restaurants, dans les TGV. Donc c'est notre marque vraiment dédiée aux circuits spécialisés et à tout l'univers du hors-foyer. Et plus récemment, on a lancé une marque qui s'appelle Etoc, qui a pour but d'embarquer la grande distribution, dans le sens où c'est leurs propres invendus qu'on va aller collecter, transformer en biscuits et revendre chez eux. L'idée, c'est d'avoir à la fois une solution de valorisation de leurs invendus de pain, parce que comme n'importe quel boulanger, toutes les boulangeries qui sont en supermarché, hypermarché, ont aussi de la casse le soir. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à la fois une solution de valorisation de leurs invendus et aussi un fournisseur de produits engagés. Donc on écrit vraiment l'histoire avec eux et on leur prouve qui peuvent avoir un vrai rôle à jouer sur ces projets de territoire et un vrai impact social et environnemental à travers la démarche. Et surtout, nous, avec mes associés, on était convaincus que pour faire bouger les lignes, il fallait qu'on soit là où 80% des gens font leurs courses aujourd'hui en France et 80% des gens font leurs courses en grande distrie. Donc si on veut vraiment embarquer le grand public dans notre schéma anti-gaspi, la grande distrie nous paraissait être un partenaire indispensable. Oui, tu viens de dire que vous vouliez embarquer la grande distribution. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir renoncer au bio, qui est quand même aussi une de vos valeurs fortes depuis le début de l'aventure? Alors, en effet, la marque Etoc va passer en conventionnel parce qu'on se rend compte que pour certains partenaires, dont la grande distrie, mais dont aussi plusieurs industriels qui font appel à nous pour revaloriser leurs invendus, on se rend compte que le bio, c'est un frein au passage à l'échelle. Et nous, notre but, en fait, nos 2 piliers, ça reste le handicap et l'anti-gaspi. On a la biscuiterie anti-gaspi. Donc vraiment, nous, notre enjeu, c'est de sauver toujours plus de matière pour former toujours plus de personnes en situation de handicap sur un nouveau métier. Donc finalement, le bio, c'était notre envie de pousser le curseur le plus loin possible sur l'aspect environnemental. Mais aujourd'hui, on se rend compte que pour sauver plus de matière, il faut qu'on puisse ouvrir plus largement, donc on aura toujours une gamme bio, mais pour certains partenariats, on va ouvrir au conventionnel pour sauver ces matières qui, dans tous les cas, seront gaspillées. Donc elles sont là, c'est un constat, ces matières sont gaspillées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, on va ouvrir au conventionnel pour pouvoir aussi nous emparer de ces invendus-là. Aujourd'hui, le pain, c'est un vrai sujet parce que, comme je le disais pour les boulangers de quartier, mais la réalité est la même, c'est qu'aujourd'hui, ils doivent avoir du pain en rayon toute la journée. Ils sont ouverts sur des amplitudes horaires larges, ils ont du pain toute la journée. Et le soir, ils ont des invendus sur les bras. Et vu la taille de leur magasin, on ne parle pas de 3 baguettes. C'est un peu plus conséquent le nombre de baguettes jetées. Donc même si on fait un tout petit peu bouger les choses, les volumes sont tellement conséquents qu'on aura forcément un gros impact social et environnemental. Et en plus, ils se rendent compte aussi du rôle qu'ils ont à jouer. Et on sent que chez eux, c'est pas pour faire du greenwashing ou du social washing qu'ils viennent nous chercher. C'est vraiment parce qu'ils ont envie d'essayer des nouvelles choses, d'aller de l'avant et de s'inscrire dans des modèles à impact. Et c'est pas juste de la com, vraiment. Plusieurs fois, on nous demande si c'est juste de la com, ils vont en parler de moi. Alors peut-être que ma réponse est naïve, mais j'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'ils cherchent à tester des modèles plus vertueux. Après, il y a des modèles qui marchent pas. Ça, après, on verra. Mais
En tout cas, je sens que c'est une volonté profonde et pas juste un coup de com' que d'avoir des marques à impact dans leur rayon. Katia, tu nous as dit que vos biscuits étaient disponibles dans le train. En effet, l'un de vos plus gros clients aujourd'hui, c'est la SNCF. Alors, comment on fait ça ? Comment on s'installe en tant que marque dans le wagon-bar TGV ? Et bien par un coup de fil, en fait, vraiment, la belle surprise, c'est que c'est eux-mêmes qui nous ont appelés. Donc c'est un prestataire qui s'occupe de toute la partie restauration dans les trains, un prestataire qui s'appelle Newrest, et qui nous a appelés en nous disant « Est-ce que ça vous intéresserait d'être dans les trains ?» Mais bien sûr. Comment dire non ? On pensait même que c'était une blague, ce coup de fil. Non, parce que quand ils nous ont appelés, on était une petite marque, enfin on est toujours une petite marque, mais la présence dans les trains a vraiment boosté la visibilité et nous a fait grandir d'un coup. Mais en fait, tout est parti d'une kermesse où quelqu'un de la SNCF nous a vus dans une kermesse et a ramené le paquet à la personne de Newrest en disant « ça c'est hyper intéressant, ça serait bien qu'on ait ça ». Donc vraiment, c'est parti d'une kermesse. Donc le truc qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas prévoir. Voilà, quelqu'un a décidé à une kermesse de vendre nos biscuits. Quelqu'un de la SNCF nous a vus et a remonté les étapes. Et plusieurs personnes ont parlé de nous à Newrest en l'espace de quelques semaines. Donc ça a été un alignement de planètes parfait qu'on n'a pas du tout maîtrisé et qui s'est fait sans qu'on le pousse. Et jusqu'à ce qu'on nous appelle en disant « Est-ce que ça vous intéresserait d'aller dans le train ?» Et en fait, en 2 mois, on a sorti un nouveau format adapté au train parce que du coup, on n'avait pas du tout l'offre adaptée à ces portions individuelles. Et on a rejoint les trains pour... une aventure qui du coup est partie à grande vitesse parce que le train, en termes de force de frappe, de visibilité, de puissance, c'est le meilleur allié pour une marque qui est en démarrage et qui a besoin de prendre la parole sur des valeurs qui sont les nôtres, le handicap et l'anti-gaspi. C'est vraiment un bon relais d'être dans ce wagon-bar. Alors justement, Katia, l'une des clés de votre succès, c'est votre communication, notamment sur les réseaux sociaux. Vous publiez très régulièrement des vidéos où l'on peut vous voir chanter avec votre équipe, récemment sur la tribu de Dana ou Tu m'oublieras de La Rousseau. Vous partez aussi à la rencontre de personnalités avec qui vous faites des selfies pour leur faire goûter vos biscuits, de Yann Arthus Bertrand à Tony Parker. Alors dis-moi Katia, c'est une stratégie hyper réfléchie ou alors vous vous faites plaisir et ça marche ? Le but, c'était de se faire plaisir. En fait, nous, on a envie de venir avec le smile tous les jours et on a envie d'être porté par ce qu'on fait et d'être animé. Donc, en fait, le départ, c'était pas une stratégie hyper écrite, très construite. C'était de se dire, prouvons qu'on peut défendre des causes sérieuses sans se prendre au sérieux. Parce que souvent, quand on arrive sur le terrain de l'écologie ou de l'environnement, on peut vite tomber dans des discours moralisateurs, culpabilisateurs, un peu l'écologie punitive, un peu le discours chiant, qui t'embarque pas du tout en tant que consommateur. Tu dis, ouais, je me projette pas du tout, ça me donne pas envie d'adhérer à ce mouvement-là. Et sur le champ du handicap, tu peux vite tomber dans un discours un peu larmoyant, dans de la pitié, enfin quelque chose pareil dans lequel c'est un peu maladroit, c'est un peu... pareil, ça embarque pas les foules. Donc nous, on s'est dit... On agit concrètement, et c'est pas du tout bullshit ce qu'on fait, on le fait vraiment. Mais on veut prouver aux gens que c'est pas plus chiant, que c'est pas moins bon de consommer mieux, et qu'on peut vraiment le faire avec le sourire, avec le fun, en étant décalé, déjanté. Le postulat de départ, c'était un peu ça, et puis c'était de se dire, de toute façon, on n'aura jamais les budgets communication des multinationales qui sont à nos côtés dans les rayons. Enfin, clairement, on est une petite marque avec un mini-budget, donc on s'est dit, il faut qu'on essaye de trouver des idées un peu décalées pour que les gens nous identifient. Donc, on a commencé à pousser la chansonnette. Donc, on est les quignonnettes sur ces moments-là de prise de parole. Donc, on a créé notre petit groupe où on réécrit des chansons célèbres avec un texte qui est vraiment engagé, qui parle soit du handicap, soit de l'anti-gaspi, soit du développement durable au sens large, mais avec des clips complètement déjantés qu'on tourne à l'iPhone dans nos bureaux, avec des perruques, des tabliers, nos équipes. Déjà, on s'amuse beaucoup à le faire et nos équipes s'éclatent et on embarque les biscuitiers avec nous et tout le monde est hyper content de le faire. Et en plus, on voit que les gens nous suivent comme ça et que souvent, on rencontre même des acheteurs de grandes enseignes qui ont vu nos vidéos avant, qui ont vu nos clips. Du coup, ça crée un rapport qui est beaucoup plus humain et convivial que la vraie relation acheteur-fournisseur. Et puis, toutes les personnalités qu'on rencontre, c'est aussi au hasard des événements, grâce à des opportunités, à des mises en relation. Pour nous, c'est hyper rassurant et enthousiasmant de voir que toutes ces personnalités publiques, privées, médiatiques ou pas, croient en la démarche, nous encouragent à le faire, trouvent les biscuits bons, parce que c'est quand même la base, hein, c'est bon pour la planète, bon pour la société, mais avant tout bon pour les papilles. Et du coup, c'est chouette de voir que tous ces gens-là qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, certains sont très militants, d'autres le sont pas du tout, et ben nous encouragent dans la démarche et trouvent qu'il faut la rendre visible et
de par la notoriété qu'ils ont ou le réseau qu'ils ont, nous aident à rendre visible la démarche. Donc nous, ça nous pousse. En fait, au quotidien, on est peu nombreux sur l'aventure. Enfin, en tout cas, on espère toujours être plus nombreux, mais on se sent poussé en fait par toutes ces énergies hyper positives autour de la démarche. Donc, on n'a pas fini de chanter et de faire des selfies. Tu as dit que votre objectif, c'était de faire rimer la gourmandise avec l'engagement. Ouais. J'ai lu dans une interview récente que tu as donnée, tu disais qu'il y a des gens, sur les salons notamment, qui s'étonnent que vos biscuits réalisés à partir d'invendus, de déchets, puissent être bons. C'est même la majorité des gens qu'on croise qui connaissent pas la démarche et qui nous découvrent sur un salon, une animation, un événement. Ils trouvent la démarche super, ou en tout cas, ils font semblant de la trouver géniale. En tout cas, on voit que ça éveille quelque chose en eux et qui sont curieux de connaître l'histoire qu'il y a derrière ce petit biscuit. Mais après, systématiquement, quand ils goûtent, « Ah, et en plus, c'est bon !»« Ah, et en fait, c'est bon !» En fait, il y a quand même quelque chose de contre-intuitif entre le fait que ce soit un biscuit aussi engagé et qu'en fait, ils se régalent avec. Pour eux, ils se disent « Ok, en fait, je vais faire ma bonne action, je vais goûter son biscuit. » Bon, ils ont l'impression que en effet, ils se disent « Ah, c'est fait avec des déchets ». Puis il y en a encore qui pensent à notre époque que les handicapés ont bavé dedans. Enfin, ça, si je le dis, c'est que des gens nous l'ont vraiment dit et l'ont verbalisé. Donc les gens, ils arrivent avec tout leur imaginaire et leurs idées reçues lourdes à porter et qui vont mettre du temps à changer. Mais ils arrivent et puis ils disent « Ah, et en fait, c'est bon ». Mais en fait, s'ils font, je sais pas, s'ils voient une animatrice, Michel Augustin, qui leur fait goûter un biscuit, ou Lu, ou BN, ou Granola, ou tout... n'importe quelle marque de biscuit, ils disent pas « Ah, et en fait, c'est bon !» Bah non, en fait, c'est un biscuit. Le biscuit est un produit plaisir et un produit gourmand. Mais en fait, ça reste encore contre-intuitif. Donc nous, ça nous fait toujours rire de voir ces gens-là réagir en disant « Ah, et en fait, c'est bon !» Bah oui, en fait, c'est un biscuit avant tout. Mais voilà, il y a encore ce truc de mieux manger, c'est faire des concessions. Et non, en fait, prendre un quignon, ce n'est pas faire des concessions. Oui, il y a encore beaucoup d'a priori, d'idées reçues aujourd'hui. Et du coup, de sensibilisation à faire pour faire évoluer les mentalités et les pratiques. Est-ce que, Katia, tu aurais un conseil, une astuce, une recette pour revaloriser le pain dur chez soi, à la maison ? Eh bien, j'ai même mieux qu'une recette, j'ai plein de recettes. En fait, toutes les recettes qui ont de la farine, que ce soit des recettes sucrées ou salées chez vous, vous pouvez broyer votre pain avec n'importe quel robot. Vous broyez et vous remplacez la moitié de la farine par du pain. N'importe quelle recette, ça marche. Nous, celle qu'on fait le plus souvent en sensibilisation, c'est la gaufre. Parce que ça sent bon, c'est gourmand. Tout le monde aime les gaufres. C'est plus rapide et simple à faire qu'un biscuit, ça nécessite pas de four. Et nous, on le fait du coup dans les écoles et les entreprises, où on va à la rencontre soit des enfants, soit des adultes, du coup, en fonction du public. On y va avec nos biscuitiers et on leur prouve qu'on peut faire des gaufres avec ces invendus de pain. Donc le pain qu'ils avaient chez eux, qui était en train de durcir au fond du placard, ils peuvent le broyer et en faire des gaufres. Et en plus, nous, on y va avec nos biscuitiers. Comme ça permet vraiment d'incarner le handi-gaspi, mais de manière hyper conviviale, gourmande, où tout le monde est autour du gaufrier et mange des gaufres ensemble. Quels sont vos projets aujourd'hui ? Quels sont vos objectifs pour les prochains mois, les prochaines années ? Notre objectif, c'est de tout défoncer. Non, on a vraiment envie de grandir vite pour vraiment se faire une place dans la cour des grands et montrer que notre modèle... Parce qu'au départ, quand on parlait de notre modèle aux gens, ils disaient « Ouais, elles sont dans l'utopie, c'est bien, ça... bon, elles ont des belles idées, mais ça grandira jamais. » On veut vraiment prouver qu'on peut challenger des modèles industriels avec notre approche et qu'on peut jouer dans la cour des grands avec un modèle qui marche économiquement et qui a un vrai impact positif. Souvent, on se dit, OK, les modèles à impact positif, ils n'ont pas de réalité économique, c'est pas rentable, c'est pas... Nous, on veut vraiment prouver qu'il y a une réalité économique et un impact positif et qu'on peut vraiment repenser l'industrie parce que du coup, dans nos projets court terme, il y a cette volonté d'essaimer le modèle sur d'autres territoires parce que malheureusement, des invendus de pain, il n'y en a pas qu'à Nantes et des ESAT à la recherche de nouvelles activités non plus. Donc, on va ouvrir plein de petits ateliers sur tout le territoire. Donc, on en ouvre un à Lille cette année. Et donc, Lyon et Paris devraient arriver l'année prochaine. Et l'idée, c'est créer plein de petits ateliers semi-industriels pour vraiment avoir la force de frappe d'un industriel en s'appuyant sur ce maillage d'ateliers locaux. Et on a créé l'entreprise à Nantes comme Lu et BN. J'espère que demain, on sera aussi gros que Lu et BN et qu'on pourra prouver que d'autres modèles sont possibles. Et dans nos projets, il y a aussi cette idée de diversifier, parce qu'aujourd'hui, on fait des pains et des biscuits. Et en fait, il y a tout type de produits alimentaires qui peuvent être faits à partir d'invendus et fabriqués par des personnes en situation de handicap. Donc, on a commencé avec les biscuits, mais demain, on aura toute une gamme de produits qui portera cette même démarche et ce même label Handi-Gaspi et qui permettront de valoriser d'autres matières et de former plein d'autres ESAT sur ces nouvelles compétences et ces nouveaux métiers-là. Donc, j'espère que vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous.
Cela va faire maintenant 3 ans que vous avez lancé la biscuiterie. Quel a été le moment le plus fort? Est-ce que tu te rappelles d'un moment qui t'a particulièrement marqué? Là, tu te projettes dans les 3 dernières années. C'est quoi le premier souvenir qui te revient en tête? Un qui a été hyper fort, c'est quand finalement avec les filles, on s'est dit « allons-y ». En fait, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de... On n'avait rien de très concret à mettre sur le projet, mais on avait du temps, des énergies et des idées. Et en fait, ça a été hyper fort de se dire en fait, on y va, on teste, tant pis si on se plante. En fait, dans tous les cas, on aura appris. Donc, il y avait déjà ce truc hyper fort de se dire ok, en fait, à 3, on peut être forte, on peut prouver aux gens. Parce que, faut quand même, on est 3 femmes. Même si les mentalités évoluent, on est quand même dans un univers d'hommes. L'univers de l'entrepreneuriat, c'est des hommes. L'univers de l'industrie, c'est des hommes. Donc on s'est dit, nous, on est 3 petites nanas. Au début, on voyait bien que les gens, en plus de nous dire, c'est des utopistes, c'est des femmes utopistes. Donc on s'est dit, c'est pas grave. Nous, on y va. On va leur prouver à tous ces gens-là qu'ils ont tort et qu'on va vraiment avoir un modèle solide à leur présenter. Donc déjà, il y a ce truc-là de se dire, ok, on y va vraiment. Et cette force collective de se dire, en fait, on est à 3, rien ne peut nous atteindre. Donc il y a eu ce moment-là. Et après, en fait, il n'y a pas eu... Je me souviens pas d'un moment en particulier, parce qu'en fait, depuis 3 ans, j'ai l'impression qu'on vit une lune de miel. En fait, tout est hyper fort. Tous les gens qui ont envie de nous aider, en fait, on pensait pas qu'on aurait autant d'acteurs autour de nous, prêts à nous aider, à nous accompagner, à nous faire grandir, à croire en nous. Donc, c'est pas un moment, c'est juste ce qu'on vit, en fait, ce qu'on vit depuis 3 ans, c'est vraiment cette lune de miel qui, j'espère, ne s'arrêtera pas. Mais c'est tous ces acteurs qui viennent se rajouter à l'aventure. Et plus on avance, plus les acteurs sont des gros acteurs. Maintenant, c'est les industriels et la grande distrie qui viennent s'intéresser à notre modèle. En fait, tout est hyper fort et on s'éclate vraiment. Franchement, on n'a jamais aussi peu dormi, on s'est jamais aussi peu payé. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Mais on s'est jamais autant éclaté. On est hyper animés, fiers de voir les sourires des biscuitiers, de voir nos équipes grandir, de voir le nombre de partenaires grandir. Donc, à la fois, il s'est passé plein de choses en 3 ans, mais on se dit on est vraiment au tout début de l'histoire, on est à la première ligne de notre livre. Donc voilà, on s'éclate. Et vous avez gagné plus d'une 45 récompenses depuis 3 ans, depuis le début du projet. Ça, c'est pareil, c'était une volonté de communiquer, ou c'était pour aller chercher de l'argent, ou quel était l'objectif? Les premiers concours qu'on a fait, c'était... En effet, à la fois pour être visible et pour que les gens identifient notre projet et pour aller chercher de la subvention, parce que vraiment, nous, on n'avait pas d'argent à mettre sur le projet. Donc, il fallait que des acteurs croient en nous et nous aident. Et du coup, le fait d'avoir des subventions, ça nous permettait de rassurer les banquiers. Enfin, voilà, c'était un peu le montage de départ où les premiers, on les a fait plutôt comme ça, pour se dire, comme ça va nous faire un peu de réseau. On va rencontrer des acteurs qui sont dans les mêmes démarches que nous. Bon. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'on cochait les bonnes cases. Bon, du coup, on se fait de la discrimination positive, parce qu'on est des femmes, et pour le coup, là, ça nous porte chance d'être des femmes dans l'univers des concours, parce que on est des femmes dans le bio, le handicap, l'économie circulaire, et la RSE, et le développement durable au sens large. Donc clairement, on coche les bonnes cases pour aller chercher plein de concours. Du coup, c'est devenu une vraie stratégie, ce qui au départ était un peu comme ça, en essayant, en se disant, de toute façon, il faut qu'on embarque des gens, qu'on essaye de fédérer plein d'acteurs autour du projet. Bon, faisons-le va des concours. Et on s'est vite rendu compte que les concours nous apportaient plein de choses. Déjà, ça nous apporte des mises en réseau très qualifiées, de gens qui, après, suivent la démarche, nous accompagnent, nous partagent leur carnet d'adresses, vraiment nous aident et nous suivent pendant plusieurs années. Les gens qu'on a rencontrés dans les premiers concours, bon, du coup, j'ai cité tout à l'heure Laure Verdeau, que tu as déjà interviewée, mais vraiment, on l'a rencontrée au premier concours et on la revoit souvent. Et on voit qu'en fait, ils suivent l'aventure et ils sont là et on sait qu'on peut compter sur eux, qu'on peut les appeler, qu'on peut leur demander des choses. C'est des gens qui ont cru en nous à un moment, mais qui continuent à croire. C'est pas vraiment... Enfin, faut pas croire qu'un concours, c'est du one-shot. C'est vraiment quelque chose qui se construit et ça nous fait un beau réseau. Donc, il y a cette partie vraiment mise en réseau. Il y a la partie visibilité, médiatisation, parce qu'il y a toujours des journalistes qui sont là aux remises des prix, que ce soit des journalistes B2B ou B2C. Il y a toujours des articles qui paraissent, il y a toujours des vidéos, des articles de presse, du contenu qui est créé suite à ça, qui rend visible la démarche. Et puis, il y a souvent des chèques à la clé. Ce qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui de ne pas lever de fonds, c'est bien d'avoir eu toutes ces subventions qui ont permis de compléter les banques et de nous faire grandir vite, faire grandir les équipes, faire grandir le modèle sans qu'on ait besoin de perdre la main sur notre activité. Et du coup, finalement, il y a toujours des petits chèques ou des gros chèques, mais tout ça cumulé, ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc les concours, on continue à en faire parce que vraiment... Même quand on n'est pas finaliste, même quand on ne gagne pas, parce qu'on en a gagné 45, mais il y en a plein qu'on n'a pas gagné, ça, faut pas l'oublier.
c'est toujours des rencontres avec les autres finalistes, avec les autres candidats, qui sont des gens qui souvent sont dans les mêmes stades que nous, ou peut-être un peu plus vieux, qui du coup sont là pour nous donner les écueils à éviter, ou nous donner les bons noms. Enfin, du coup, il y a beaucoup d'échanges de bons procédés dans ces concours avec les autres candidats. Donc nous, on continue à en faire, et je pense qu'on va continuer longtemps à en faire, même si l'entreprise grandit. En fait, on a toujours besoin de ça. Donc on est en permanence, c'est un peu un fil rouge les concours, on est en permanence sur des finales, sur des process de sélection. Et on rencontre du coup énormément de monde, des entreprises du CAC 40, des petites structures militantes sur les territoires, enfin des acteurs publics, privés. C'est hyper enrichissant de les voir réagir sur le projet, de voir aussi à travers leur regard ce que ça peut emmener dans leurs entreprises et comment on peut dans ces entreprises essayer de prendre la parole. Enfin, l'année dernière, il y a un concours qu'on a gagné qui nous a permis d'aller, je sais pas, chez L'Oréal par exemple. On se dit sur le papier, L'Oréal... ça n'a rien à voir avec ou Radio France. Sur le papier, ça n'a rien à voir. Mais leurs collaborateurs ont envie d'aller dans des démarches plus engagées. Donc nous, on est là pour essayer un peu de planter une petite graine, après qui prendra pas, mais de prendre la parole sur le handicap et l'anti-gaspi. En fait, ça concerne tout le monde. Tout le monde mange, donc tout le monde peut être sensible à la démarche et à ces causes-là. Katia, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui, ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être ? Moi, je pense que la recette, pas forcément alimentaire, mais la recette pour être bien au quotidien, c'est d'oser faire les choses et vraiment d'être toujours aligné avec soi-même. En fait, il faut tester les choses, il ne faut pas se faire une montagne. En fait, il faut toujours tester ce qu'on a envie de tester, et il faut vraiment le faire avec ses tripes et avec les choses dans lesquelles on croit. Sinon, au bout d'un moment, de toute façon, ça ne marchera pas parce qu'on ne peut pas se déguiser longtemps. Donc, je pense qu'il faut le faire, il faut être fier de ce qu'on fait au quotidien, il faut incarner ce qu'on défend. Et pour moi, c'est ça la recette. Mais que ce soit dans le pro, dans le perso, il faut défendre ses valeurs. Il faut faire en sorte que ce qu'on fait dans son travail ou dans sa vie, ce soit hyper aligné pour qu'on soit une seule et même personne. Et que ce soit nous qui soyons caractérisés dans mon métier ou ma vie avec mes amis, avec ma famille, et qu'on joue pas des rôles. En fait, à un moment, si on joue des rôles, de toute façon, ça va nous éclater au visage. Parce que les gens vont se rendre compte qu'on joue un rôle avec eux et qu'on n'est pas authentique et vrai. Donc, soyez authentique, soyez vous-même. Et si ça déplaît à certains, tant pis pour eux. Merci beaucoup, Katia. Merci pour ton accueil. Avec grand plaisir. Et pour ton temps. Et bonne continuation. Merci.